Bonsoir à tous, bonsoir Edu Plenel. Bonsoir, merci de l'invitation. Vous êtes journaliste, fondateur de Mediapart, directeur de Mediapart jusque l'année dernière. Alors on ne peut pas entamer ce face-à-face avec vous sans parler d'Alger et d'Algérie. Edu Plenel, vous avez bien connu ce pays qui vous a marqué. Vous allez nous parler d'une chose que peut-être peu de gens connaissent, mais votre jeunesse algéroise. C'est en effet le pays de ma jeunesse. Je suis arrivé dans l'Algérie indépendante à l'été 65. Mon père avait choisi les luttes anticolonialistes, était du côté du droit des peuples à l'autodétermination. Il l'avait montré dans des colonies françaises qui étaient les Antilles, qui sont toujours des colonies françaises. Il était haut fonctionnaire et il avait parlé pour les peuples contre son propre État. Ça lui avait valu des ennuis et du coup des sanctions. Et c'est l'Algérie qui a provoqué au fond ce destin, puisqu'il est venu en Algérie après l'indépendance. Il a donné une interview sur les dernières colonies françaises, qui étaient les Antilles, qui étaient inscrites au comité de décolonisation des Nations Unies. C'était, je ne sais plus si c'était dans El Moudjahid ou Révolution africaine. C'était avec une belle figure des années de l'indépendance, du combat pour l'indépendance, qui était le doyen Péréga, le doyen de la faculté de droit, qui avait résisté à les pouvoirs spéciaux, au pouvoir de l'armée française, à la torture et tout cela. Et cette interview lui vaut des sanctions. Mon père est sanctionné par le pouvoir français. Il est dégradé, pourrait-on dire. On est au début de l'année 65 et là, il décide, en fait, de partir de l'administration française et de se mettre au service de la jeune République algérienne. Et donc, il va être enseignant à l'école nationale d'administration, à l'école de journalisme, à la faculté de sciences économiques. Et moi, je suis avec lui. Mon père était payé comme un fonctionnaire algérien, c'est-à-dire mal, puisqu'il s'était mis en congé de la France. Et vraiment, ça lui sera reproché pendant 20 ans. Il ne sera réhabilité qu'après 2 décennies. Et moi, qui ai grandi aux Antilles, eh bien, j'ai un autre pays de cœur. Alors, je pourrais dire avec ironie, car je ne vais pas me comparer à lui, que c'est le même itinéraire que celui de Frantz Fanon, qui était de la Martinique, mon pays d'enfance, et qui a épousé la cause indépendantiste algérienne. Donc l'Algérie, malgré ce que tous les Algériens savent, c'était encore le parti unique, c'était juste après le coup d'État de Houari Boumedienne, c'était toutes sortes de réalités dont le peuple algérien va mieux les comprendre que moi sur le pluralisme de cette société qui était un peu corsetée dans ces années de l'après de l'indépendance. Et en même temps, il y avait le souffle que l'historienne Malika Rahal a bien raconté, le souffle c'est la question de l'après-indépendance. C'est ce que je voulais vous poser, Edu Plenel. Comment vous l'avez trouvé, cette Algérie post-indépendance, cette Algérie qui tentait de se reconstruire après 132 ans de colonialisme? Il y avait ce souffle de la société. C'est pour ça que je cite le formidable livre de Malika Rahal, 1962. Il y avait cette dynamique de la société. On la sentait partout. Et je vais vous dire, moi, petit Français, eh bien, je me suis promené en bus, en train, en stop, dans toute l'Algérie, d'est en ouest, du nord au sud, accueilli par un peuple d'une immense générosité. Ce souffle, on disait à l'époque que c'était la Mecque des révolutionnaires, de la Révolution mondiale. On l'a vécu au moment du festival d'Alger, du festival panafricain de 1969. J'allais dire que le moment où tout d'un coup, le pouvoir se retourne contre la société, commence à corseter la société, à avoir peur de cette dynamique qui était encore là. On parlait encore d'autogestion, de réforme agraire, de la pluralité. Elle s'exprimait encore dans la société. Et on le sent, ce durcissement, je dirais, au tournant de 1970. Je le sens, moi, quand je fais ma première année d'université. Je vais vous faire une petite confidence, mes engagements de citoyen commencent en Algérie. Moi, je ne suis pas né de l'histoire française, je suis un internationaliste. C'est sur la Palestine. J'anime avec des amis un petit comité de soutien à la Palestine, à la faculté d'Alger. Alors, notre soutien à la Palestine est un soutien aussi contre les régimes conservateurs arabes.
Et nous sommes obligés de prendre des précautions, hein. La police nous surveille, la police n'aime pas trop que ce bouillonnement de la société. Vous voyez, la leçon pour moi de ces années algériennes, et c'est très important de garder ce cap-là, et d'une certaine manière, c'est ce que nous retrouvons dans le métier dont vous et moi avons fait un engagement démocratique, il faut être toujours du côté de la société. Ce ne sont pas les États qui font les avenirs des peuples, ce sont les peuples eux-mêmes, c'est l'autonomie des peuples. C'est la force des peuples. Et on le voit bien dans l'admirable résistance, au sens de résilience, de persistance du peuple palestinien. Être du côté des peuples, ne pas être aveuglé par les pouvoirs politiques, les pouvoirs étatiques, les pouvoirs idéologiques. Donc moi, cette Algérie des années 60, c'est une Algérie tout à fait accueillante, c'est une Algérie ouverte à l'autre, ouverte au monde. Évidemment, il y a sans doute des choses que je n'ai pas vues et que l'Algérie a dû payer très cher après. Et cette Algérie des années 60 que vous avez bien connue, et du Plenel, c'est bien sûr celle qui a connu 2 présidents. D'abord le premier président de la République algérienne, Ahmed Ben Bella, et elle a aussi connu le coup d'État du 19 juin 65 et l'arrivée de Houari Boumedienne. C'est à ce moment-là que vous parlez d'une société corsée, même si vous parlez de la date précise de 1970, ça veut dire 5 ans après l'arrivée de Houari Boumedienne au pouvoir. Oui, il y a eu c'est comme une vague, vous voyez, il y a eu ce souffle de l'indépendance, de ce qu'a souffert et en même temps souhaité le peuple algérien. Donc il y a eu une grande dynamique, on parlait d'autogestion dans les entreprises. De révolution agraire. On parlait de changer un peu, y compris socialement, la société. Et puis, bon, c'est classique dans toutes les indépendances, il y a des élites qui ont voulu confisquer les indépendances. L'indépendance n'est pas forcément la libération. C'était aussi la période du Plenel où l'Algérie a opté pour un système politique et économique, contrairement à ses voisins marocains et tunisiens. C'est le socialisme ou le socialisme d'État. Est-ce que c'était une erreur ? Je ne suis pas à la place du peuple algérien pour en juger. Simplement, c'est la formule que vous avez employée qui est problématique, socialisme d'État. C'est une leçon qui concerne toute l'histoire des gauches et du camp de l'émancipation, pas seulement dans les pays arabes, mais évidemment en Europe. Cette confiscation de l'idée sociale, de l'idée de partager des biens communs par un État. Du coup, par qui ? Par une bureaucratie, du coup, par une nomenclatura, du coup, par de nouvelles élites. C'est le bilan de l'Union soviétique et de sa chute, qui produit M. Poutine, qui a confisqué les richesses au profit d'une oligarchie en Russie. C'est le bilan, et Dieu sait si les peuples concernés l'ont payé très cher, du nationalisme arabe, du Baas en Irak et en Syrie, où cela a donné des dictatures terribles. Et sincèrement, en Irak et en Syrie, ces régimes ont été les pires régimes pour leur propre peuple. Et donc, le socialisme, pour moi, son idéal, qui est au fond de ne pas laisser une minorité confisquer les richesses, de ne pas laisser une oligarchie s'emparer du bien commun, eh bien, ça ne peut pas être confisqué par l'État. C'est d'abord au peuple de l'organiser. Et donc, je crois que l'histoire de l'Algérie pose aussi cette question-là. Comment arriver à laisser le peuple lui-même s'auto-organiser ? Sincèrement, je ne veux pas parler à la place des Algériennes et des Algériens. Le Irak, dans la diversité de la population algérienne, a porté cela. Et évidemment, on a vu comment cela dérangeait des gens, mais c'est classique. Hein. Vous savez, je prends souvent une formule. C'est le paria et le parvenu. Le paria, c'est celui qui est du côté de l'oppression, voilà. Puis un jour, il se bat pour que ça change. Et il parvient. Et du coup, il ferme la porte pour que personne d'autre ne vienne. Et donc, il y a toujours des parvenus dans les histoires d'émancipation, dans les histoires de libération. Il y a des gens qui se disent « Ah ben, ça m'appartient » et que plus personne ne vienne partager le gâteau. Il y a des nouveaux conservateurs. Malgré tout ce qui a été porté, il y a des nouveaux conservateurs qui prennent le pouvoir à la place du peuple. C'est une histoire banale. Comment dire ?
ce que nous défendons, nos idéaux démocratiques, c'est une actualité permanente. C'est comme la vague. La mer ne s'arrête jamais de produire des vagues. Alors, Edu Plenel, ça ne vous aura pas échappé, l'Algérie et la France sont en situation de quasi-rupture depuis presque 1 an et demi. Il y avait des hauts et des bas, mais la décision d'Emmanuel Macron de reconnaître le 30 juillet 2024 que le Sahara occidental est et restera marocain a mis le feu aux poudres. Vous pensez que c'était une erreur de sa part de franchir ce pas et de mettre fin à une neutralité historique française sur ce dossier? C'est pire qu'une erreur, c'est une faute, c'est inadmissible. Je rappelle qu'en plus, Emmanuel Macron fait ça dans un moment où il n'y a pas de gouvernement véritablement, il n'a pas accepté les résultats des élections législatives, il prend cette décision incompréhensible au cœur de l'été, qui va même au-delà dans sa radicalité de la position espagnole, qui viole les principes proclamés par les Nations Unies. C'est inadmissible. C'est inadmissible. Il aurait dû rester sur la position d'un débat ouvert aux Nations Unies, d'une question de décolonisation, et de refuser, le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes ne se partage pas. Et il vaut pour les Palestiniens comme pour les Sahraouis, il vaut pour tous les peuples du monde. Il n'y a pas de double standard. Et lui, il choisit un standard. Je m'aligne sur la position du Marzen. J'aime pas dire du Maroc, parce que nous savons tous qu'au Maroc, il y a un pouvoir qui est un pouvoir monarchique, et le mot Marzen dit bien ce que ça veut dire, qui confisque ce pouvoir. Je suis bien placé pour le dire, puisque je suis à l'origine d'un livre qui a ébranlé cette monarchie marocaine, Notre ami le roi, le livre de Gilles Perrault, c'est moi qui l'ai publié. Vous êtes à l'origine de ce livre, vous l'avez publié en fait. J'ai eu vous avez pris beaucoup de risques. J'ai eu l'idée du livre, j'ai eu l'idée du titre, ce qui a convaincu Gilles Perrault de le faire, et j'ai trouvé la personne qui s'est associée à Gilles Perrault en termes d'information, qui est Christine Dor Serfati, qui était l'épouse d'Abraham Serfati, qui était à l'époque emprisonné dans les geôles d'Hassan II. Donc je sais combien ce régime, qui est aujourd'hui un régime encore plus prédateur, le régime de Mohamed VI est un régime qui s'est enrichi énormément. Et donc, cette position d'Emmanuel Macron est sur les principes tout à fait inadmissibles. Les principes démocratiques français, les principes diplomatiques internationaux. Par ailleurs, elle est pour moi tout à fait grave par rapport à ce que nous devons construire ensemble. L'Algérie et la France sont liées. L'Algérie et la France ont une histoire commune. Très douloureuse, évidemment, puisque ce fut une histoire de colonisation avec sa violence, ses oradours sur glane, il faut le redire. Plusieurs oradours sur glane. Bien sûr, et ses massacres, toute colonisation appelle le crime, elle appelle la barbarie, elle appelle la négation de l'autre. Et dans le cas de la France, la colonisation la plus forte de ce point de vue, puisqu'elle commence en 1830, et la guerre de colonisation dure presque 40 ans, on l'oublie, avec la dépossession des terres, enfin tout ce paysage qu'il faudrait revisiter du 19e siècle, et pas seulement ce qui a continué au 20e siècle, et on le sait tous, le refus de l'indépendance, la torture, la négation des droits et du coup la négation de l'humanité. Mais c'est une longue histoire qui nous lie. Toute une partie de l'Algérie est en France. Elle est en France par l'origine d'une partie de la population, mais pas seulement. Je vous ai parlé de ma propre histoire. Mais il y a des millions de Français qui sont liés à l'histoire algérienne, y compris ceux dont les parents ont été obligés d'aller faire cette sale guerre. Ça fait partie, y compris des cadavres dans le placard des familles. Et puis ceux qui, hélas, dans la brutalité de comment la France a refusé cette indépendance, ont dû quitter l'Algérie. L'Algérie était plurielle, il y avait des Européens d'Algérie, il y avait des Juifs d'Algérie et une longue histoire du judaïsme algérien. Une coexistence entre les religions. Bien sûr, je pense, nous savons tous que la brutalité du colonialisme appelle une brutalisation dans le camp indépendantiste. Les historiens algériens le savent mieux que moi. Le congrès de la Soumam et la charte de la Soumam avec Aban Ramdan prévoient une Algérie pluraliste.
la brutalité de la avec répression. Une primauté du politique sur le militaire. Bien sûr, et vous connaissez cette histoire tragique, la brutalité de la répression lors de la bataille d'Alger, qui n'est pas un bon terme, les pouvoirs spéciaux et ce feu vert donné à l'armée française, en fait, empêchent le FLN de faire ce qu'il voulait faire, c'est-à-dire une mobilisation de la société, une grève générale avec les syndicats, avec toutes les organisations sociales. Le résultat des courses, c'est que ça donne aussi la main aux militaires dans le côté indépendantiste. Et la tragédie, c'est l'assassinat d'Aban Ramdan par ses propres camarades, par ses propres frères. Et c'est très bien que le film sur Frantz Fanon n'oublie pas cet épisode, vu les liens très importants qu'il y avait entre Frantz Fanon et Aban Ramdan. Et donc, cette pluralité qui était celle aussi de l'Algérie, et que l'aveuglement de la France a amené l'Algérie à la perdre d'une certaine manière, elle est ici. C'est-à-dire nous sommes des millions en France à avoir un lien avec cette histoire. Tragique, heureux, malheureux, mais un lien. Et donc, faire ce qu'a fait Emmanuel Macron, c'est insulter notre avenir. On ne pourra construire l'avenir de ce pays-ci où nous parlons en France que dans un dialogue avec l'Algérie. L'Algérie fait partie de notre histoire, de notre humanité, de notre culture. Et donc, pour moi, je trouve que c'est tragique. Alors, c'est d'autant plus irresponsable que, vous le savez très bien, l'Algérie est potentiellement une puissance démographique, une puissance économique. Aujourd'hui, l'Algérie produit plus de produits agricoles, de fruits, de légumes que nous n'en produisons. L'Algérie est un partenaire. Vous voyez, très rationnellement, vous voyez qui a récemment fait plein d'accords avec l'Algérie, le régime italien de Madame Meloni. Donc, je dis que cette présidence est une présidence irresponsable, la présidence d'Emmanuel Macron, qui nuit aux propres intérêts, même très égoïstement, de la République française, et qu'aujourd'hui, vraiment, de tous mes voeux, j'appelle à renouer ce dialogue. Alors, et renouer ce dialogue, c'est aussi aider le peuple algérien, car nous savons tous que ceux qui ne veulent pas que ça bouge en Algérie, ils utilisent aussi cette histoire mémorielle. Le nationalisme est toujours une façon de faire une déviation, d'oublier les questions sociales, les questions démocratiques, les questions de pluralisme de la société. Donc, en faisant ce qu'a fait Emmanuel Macron, il a donné exactement ce que certains ultimatistes du pouvoir algérien souhaiteraient, c'est-à-dire qu'on ne dialogue pas, chacun chez soi, le nationalisme contre un autre. Il faut faire des ponts, il faut faire du lien, et one-to-one, c'est un lien. Avant de vous parler du rôle des Algériens de France, juste pour répondre à votre question, le pouvoir français justifie cette décision par le fait qu'il n'y a jamais eu de réponse positive de l'Algérie par rapport à la volonté française justement de bâtir ce pont. Est-ce que cet argument tient la route ? Non, il ne tient pas du tout la route, puisque Emmanuel Macron, avant de tourner kazakh, comme on dit en français, avait mandaté un historien qui est très connu en Algérie, Benjamin Stora, pour faire ces liens. Emmanuel Macron avait même enfin reconnu à travers Maurice Audin le fait qu'il y avait eu des crimes de l'armée française. Alors, il y a des milliers de Maurice Audin. Hein, c'est pour ça qu'il y a un site formidable qui s'appelle milautre.org, fait par l'historien Fabrice Reseputi et Malika Rahal, qui permet de dire tout ça. Donc, au début de la présidence d'Emmanuel Macron, il y avait chez ce président jeune un pas qu'il n'a pas franchi tout à fait. Qu'est-ce que nous attendons, nous, ici? J'attends le même discours que le discours de Jacques Chirac au Veldiv. Je suis de ceux, en tant que journaliste, face à François Mitterrand, qui fermait les deux placards, François Mitterrand, le placard de la collaboration sous Vichy et le placard de la sale guerre en Algérie. Je suis de ceux qui ont poussé, par mes articles et mes révélations, à dire « la France doit reconnaître que les élites françaises, administratives, économiques, étatiques, ont collaboré avec le nazisme, que les déportations, que le génocide des Juifs d'Europe, la France y a contribué
au niveau de cet État français qu'était le régime de Vichy du maréchal Pétain. Eh bien, j'attends la même chose. Il ne s'agit pas de repentance, il s'agit de vérité historique. J'attends un discours, un jour, je l'espère, d'un président français qui dise « Oui, nous avons commis des crimes contre l'humanité ». Pourquoi ? Parce que le colonialisme est un crime. Aujourd'hui, au XXIe siècle, face à tout ce qui nous arrive, face au génocide à Gaza, face à la guerre d'agression russe en Ukraine, nous devons proclamer que le colonialisme est un crime et que tout pays qui se réclame d'idéaux, de principes démocratiques, de principes humanistes, de principes universalistes, doit dire qu'il est contre le colonialisme. Et donc j'attends ce discours pour la France. La France a été un pays qui s'est projeté sur le monde par le biais du colonialisme. Eh bien aujourd'hui, la France doit s'insérer au XXIe siècle en disant eh bien, le colonialisme, c'est un crime. Sur cette question particulière et du Plenel, le 14 février 2017, Emmanuel Macron, candidat à l'élection présidentielle, reconnaît à Alger que la colonisation est un crime contre l'humanité, un débat relancé, mais on a l'impression qu'il est toujours rejeté par une partie de l'opinion publique française. Pourquoi la France, aujourd'hui, ou une partie de la France, refuse toujours de regarder cette question de la colonisation en face ? Cette interview d'Emmanuel Macron, si je ne me trompe, c'est avec vous-même. Tout à fait. Et vous lui avez permis de dire cela, comme il a dit plein d'autres choses, y compris sur Mediapart, avant d'être élu. Cet homme est pour moi une énigme, car il a été élu, au fond, pour changer la donne, et il a fait tout le contraire. Pour moi, c'est une présidence très vieille, c'est un très vieux monde. Usé, fatigué. Oui, puis très vieux monde dans ses pratiques, dans cette folie du pouvoir. C'est loin, justement, de cette promesse de rénovation. C'est un archaïsme, il a même forcé l'archaïsme présidentiel. Et en fait, il fait l'inverse de ce qu'il a promis, puisque, élu contre l'extrême droite, il fait le lit de l'extrême droite en France. Il fait le lit des idéologies identitaires, xénophobes, islamophobes, racistes. Il leur fait la courte échelle, pas par conviction forcément idéologique, par simple calcul d'apprentis sorciers pour durer. Alors pourquoi il y a cette réticence ? Cette réticence est au cœur de ce que la France ne veut pas dénouer. Je crois vraiment, et c'est pour ça que je vous faisais la comparaison avec la collaboration, la France a deux placards lourds. Nous sommes le seul pays d'Europe dont les élites françaises, économiques, politiques, médiatiques, intellectuelles, ont collaboré avec l'occupant nazi. Partout en Europe, les nazis ont dû imposer des pouvoirs. Chez nous, pas seulement parce que certains seraient fascistes, ils ont accepté cet état de fait du Troisième Reich pour survivre. C'est quand même un gros placard pour nous. C'est de se rappeler ça. Le miracle, c'est qu'entre De Gaulle et les communistes, il y a une mémoire résistante qui a fait oublier ça. Mais il ne faut pas oublier, l'extrême droite dont nous parlons aujourd'hui, elle vient de là. Toute son idéologie vient de ce moment pétainiste, qui était le moment. C'est pour ça que la droite actuelle, M. Retailleau et autres, est pareil, ils viennent de là. Ils étaient ils étaient antisémites, aujourd'hui ils sont islamophobes, mais c'est le même fonds de commerce. Deuxième moment, la France est le pays qui fait la pire des décolonisations. Il y a eu des violences dans la décolonisation britannique, mais elle s'est passée, regardez l'Inde, avec Gandhi, elle s'est passée plus tôt, et avec une sorte de relation. La France s'entête. Les mêmes qui ont été résistants, qui ont défendu des droits universels, deviennent des tortionnaires. Monsieur Ossarès, qui fait le sale boulot pendant la bataille d'Alger, c'était un résistant. Il faut avoir ça en tête. François Mitterrand, qui a aboli la peine de mort en 81, l'a appliquée en Algérie en 1956. C'est même le moment où il y a eu le plus d'exécutions capitales. Il était garde des Sceaux, et quand il y avait des grâces, il était le plus sévère pour refuser les demandes de grâce. On le sait aujourd'hui. Donc, il y a
il y a eu cet entêtement français qui est partagé par les gaullistes comme par les socialistes à l'époque, hélas soutenu même dans l'histoire des pouvoirs spéciaux par le Parti communiste français. Ça va créer un drame au sein du Parti communiste algérien qui va choisir le camp de l'indépendance. Mais il y a eu un entêtement français qui pèse sur notre présent, qui est toujours là. Pour ça qu'il faut dénouer cette question coloniale. On ne peut affronter le monde d'aujourd'hui, et sans doute va-t-on parler de la Palestine, on ne peut affronter le monde d'aujourd'hui qu'en ayant une conscience de la longue durée qui a fait le pouvoir de l'Europe sur le monde, ce qu'on appelle l'Occident. C'est le colonialisme. C'est 5 siècles où l'Europe s'est projetée sur le monde en disant ici c'est chez nous. Ici, je vais exploiter la terre, je vais pousser la population qui est là, voire la massacrer. Bon, c'est ce que nous avons fait. Heureusement, il y a eu des prises de conscience. Il y a eu des gens qui se sont révoltés contre ça, contre l'esclavage, il y a eu la révolution d'indépendance haïtienne contre l'esclavage, il y a eu plein. Mais néanmoins, nous avons fait ça pendant 5 siècles. Aujourd'hui, nous sommes dans un moment historique. Tout ce que nous voyons entre Trump, entre Netanyahou, entre Poutine, car il fait partie du même monde, c'est comment tout ce monde-là se crispe et veut revenir à ça. La loi du plus fort. La loi du plus puissant. Donc l'essentiel est en jeu. Et c'est un moment où l'Algérie et la France devraient être ensemble pour défendre cet essentiel. Plusieurs pays occidentaux et du Plénel ont reconnu le 21 et 22 septembre dernier l'État de Palestine. Le Canada, la Grande-Bretagne, l'Australie et la France. Comment vous interprétez cette décision tardive ou quand même utile dans le contexte international ? Décision tardive, évidemment. La preuve, l'Espagne l'avait fait plus d'un an plus tôt, l'Irlande, la Norvège, d'autres pays l'ont fait bien plus tôt. Tardive, mais néanmoins, évidemment, utile. Et tous les responsables palestiniens le disent, d'autant plus que derrière ça, il y a la Grande-Bretagne, il y a l'Australie, il y a le Canada, donc des pays anglophones. Des pays importants du bloc occidental. Bien sûr, et anglophones, donc qui enserrent, j'allais dire, les États-Unis d'Amérique en termes de culture commune. Donc évidemment que cette décision dont je voudrais souligner le sens, dans le langage courant, on dit c'est la reconnaissance de l'État de Palestine. Mais quand vous êtes aux Nations Unies, par exemple, pour la France, il n'y a pas marqué République française. Pour l'Algérie, il n'y a pas marqué République algérienne démocrate. C'est juste le nom du pays. Il y a Algérie, France, Palestine. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que ce n'est pas la reconnaissance des représentants de la Palestine. C'est la reconnaissance d'un peuple, d'une nation, d'une terre. C'est la reconnaissance, du coup, du droit à l'autodétermination de ce peuple. C'est très important de le définir comme ça. Ce n'est pas une question simplement diplomatique. On reconnaît la Palestine. D'ailleurs, c'est la formule de la lettre d'Emmanuel Macron à Mahmoud Abbas. Il dit de reconnaître la Palestine comme État. La Palestine comme État. On reconnaît la Palestine et elle a le droit de tous les autres États. Alors, l'autre chose qu'il faut dire, évidemment, et c'est la position que nous avons prise à Mediapart, c'est que cette reconnaissance, c'est le temps, j'allais dire, du droit, des principes, comme il y a le temps du droit international pour condamner les criminels de guerre. Un jour ou l'autre, ils y passeront entre la Cour internationale de justice, la Cour pénale internationale, mais c'est un temps long. Entre-temps, il y a le génocide. Entre-temps, il y a le cimetière. Entre-temps, il y a ce spectacle. Mais comment peut-on être encore indifférent ? Qui peut être encore indifférent, sauf à nier sa propre humanité ? Car c'est à ciel ouvert, malgré les assassinats de 150 journalistes, malgré l'interdiction de toute la presse internationale. C'est la première fois dans l'histoire de l'humanité qu'un génocide se passe au vu et au su de tout le monde. La destruction d'un peuple, car c'est ça le projet de Netanyahou et des autres. C'est pas Gaza, c'est pas le Hamas. C'est la destruction de la Palestine, c'est l'effacement de la Palestine. Ils ont saisi l'occasion que leur ont donnée les massacres du 7 octobre
pour aller au bout de leur projet idéologique, en finir avec la Palestine, en finir avec l'idée même de Palestine, pas seulement d'un État. Et donc, cette reconnaissance, il faut aller jusqu'au bout. Si on reconnaît cet État, pour qu'il soit viable, eh bien, il n'y a pas d'égalité entre l'agresseur et l'agressé. L'agresseur doit être sanctionné. Il faut des sanctions. Le mouvement BDS, boycott, face à Israël, avait anticipé cette question, comme pour l'apartheid. Comment on fait chuter l'apartheid? Par la mobilisation des peuples qui disent à un moment à toutes les nations occidentales qui acceptaient le régime sud-africain, eh bien non, il faut l'isoler. Et pour l'isoler, faut arrêter de commercer avec lui, faut arrêter de lui acheter des choses, faut arrêter des accords, faut sanctionner. Et les armes existent, sanctions diplomatiques, sanctions économiques, sanctions militaires. Il faut le faire, sanctions commerciales et ainsi de suite. Et donc, c'est ce que nous demandons. Il faut arrêter la main de l'assassin. Il est là, il va continuer, il n'en a rien à faire. Comment vous estimez aujourd'hui qu'aucun pays européen ou américain n'arrive à le faire, n'arrive à forcer la main au gouvernement israélien pour arrêter ce génocide? Khaled, je ne vais pas seulement vous parler des pays occidentaux. Je vais dire quelque chose que je dis toujours dans toutes mes interventions. Il y a d'autres pays qui pourraient arrêter la main, qui ont des armes entre les mains, qui sont au cœur de l'économie mondiale. Le pétrole, le gaz, la finance. J'interpelle ces monarchies du monde arabe qui se sont mis au cœur de l'économie mondiale, qui ont reçu comme un roi M. Trump, dans les trois pays, quelles que soient leurs différences, Arabie Saoudite... Pendant la guerre de 1973, lorsque les pays du Golfe ont fait l'embargo sur le pétrole, et ça avait marché à l'époque. Bien sûr, mais ils ont reçu comme un... C'était son premier voyage à l'étranger, M. Trump. Arabie Saoudite, Émirats, Qatar. Qatar lui a même offert un gros Boeing luxueux. Après, tout d'un coup, ils se sont aperçus qu'on pouvait les frapper, qu'Israël les frappait pour viser, soi-disant, le Hamas. Tout d'un coup, tiens, les États-Unis, c'est pas un ami sympathique, on s'est fait avoir. Il serait temps qu'ils se réveillent. Que font-ils? Que font-ils en dehors des paroles, en dehors des mots? Certains d'entre eux qui avaient accepté les accords d'Abraham, je pense, aux Émirats. Que font-ils? Le Bahreïn. Que font-ils? Que font-ils en disant, mais il y a un peuple qui est massacré? C'est tout simple. On coupe les robinets. On a assez d'argent, on a assez de réserves pour prendre ce risque. On bloque, on empêche. Je dis souvent, et c'est une nuance que me disent toujours les amis palestiniens, j'ai dédié mon livre « Palestine, notre blessure » à deux très proches amis qui sont Elias Sambar et Leila Chaïd, qui sont les voix historiques de la Palestine en France et en Europe. Et je dis souvent que eux, mettant justement à part l'Algérie, les dirigeants ont toujours été aux côtés, de manière très fraternelle, du peuple palestinien. Je dis souvent que ces régimes conservateurs arabes, ces monarchies notamment, soutiennent en mots la cause palestinienne comme la corde soutient le pendu. C'est un soutien comme ça parce qu'ils savent qu'il y a leurs opinions, que c'est populaire. Mais il faudrait que les opinions arabes aussi se réveillent. Alors elles sont réprimées, elles ont du mal à s'exprimer, mais quand même, il faut que ces régimes là aussi fassent des choses. Bien sûr que j'interpelle la France, j'interpelle l'Europe qui a été lamentable, et l'histoire jugera, comme l'a dit Dominique de Villepin, l'histoire jugera sévèrement les dirigeants européens. Mais quand, Edu Plenel, quand l'histoire passe un jour, elle passe un jour, comme la justice internationale passe un jour. Quand même, c'est inadmissible d'avoir entendu l'Allemagne dire que le soutien à Israël était la raison d'État. Les raisons d'État sont toujours mauvaises. C'est inadmissible d'avoir entendu parler, y compris en France, de soutien inconditionnel à Israël. Soutien inconditionnel, c'est l'aveuglement. Il n'y a jamais de soutien inconditionnel. Une parenthèse, Edu Plenel, c'est important de souligner le rôle que joue l'Allemagne depuis le début de la guerre contre Gaza. On connaît l'histoire douloureuse de ce pays, les justifications qui s'en ont suivies. Mais comment vous estimez que l'Allemagne continue toujours à soutenir Israël malgré son passé et à nier encore l'existence de ce qui se passe aujourd'hui? Jusqu'à quand, ma question, jusqu'à quand l'Allemagne fera cela? Je ne prédis pas l'avenir, mais comment dire, ce qui se joue avec l'Allemagne
c'est ce que nous avons fait en 1948. Je dis nous, l'Europe. L'Europe s'est débarrassée, comme on jette un manteau de poussière, de son propre crime sur le dos d'un autre peuple, le peuple palestinien. Les vainqueurs du nazisme ont reconnu, à partir de l'existence réelle d'un foyer national juif en Palestine, ont reconnu l'État d'Israël. Mais ont laissé commettre le crime de la Nakba, de l'expulsion de 80% de la population palestinienne par le jeune État d'Israël. On ne répare pas un crime en laissant commettre une injustice. C'est cette histoire qui est là comme un caillou dans la chaussure du monde depuis 1948, aggravée évidemment, démultipliée à partir de 1967, de la conquête et de l'occupation illégale de la Cisjordanie et de Gaza par Israël, où l'histoire coloniale, avec évidemment ce qu'elle produit comme barbarie, s'est encore plus accélérée. Et donc l'Allemagne est l'épicentre de cet aveuglement européen, qui est, au lieu de se dire le crime que nous avons commis contre les Juifs d'Europe oblige à plus jamais ça, oblige à être conscient que ce crime ne venait pas de nulle part. Car Hitler, il ne nous est pas étranger par rapport à l'histoire européenne. Il est issu de l'histoire coloniale européenne. Il est issu de l'histoire impériale européenne. Il est issu de cette idée de nation, de peuple, de civilisation supérieure à d'autres. Donc il fallait prendre ça au collet et résoudre ça. Et donc aujourd'hui, la butte témoin de cela, c'est l'Allemagne, puisque c'est l'Allemagne qui a produit le nazisme, qui s'aveugle elle-même. Être fidèle à la mémoire des 6 millions de Juifs qui ont été assassinés en Europe, par cette Europe nazifiée, eh bien, c'est de refuser le piège que tendent les dirigeants israéliens. Israël n'est pas propriétaire du judaïsme mondial. Le judaïsme est pluriel. Il y a des diasporas. Assimiler les Juifs du monde à Israël, comme le souhaite la propagande israélienne, c'est faire le jeu de l'antisémitisme. C'est considérer que toute communauté juive est comptable des crimes d'Israël. Mais c'est effroyable. Et donc, au contraire, on doit casser ça, refuser ça. Et on doit être conscient, je l'ai dit par rapport aux indépendances, l'origine ne protège de rien. L'origine ne protège de rien. Nous avons toujours rendez-vous avec nous-mêmes. Vous savez, c'est terrible de se dire que des gens qui se réclament de descendants de... C'est là qu'on a qualifié le crime contre l'humanité, le crime de génocide, descendants du crime le plus monstrueux, où on assassine des femmes, des enfants, des vieillards, des hommes parce qu'ils sont nés, pas parce qu'ils ont fait quelque chose, parce qu'ils sont nés juifs en l'occurrence. De se dire que des descendants de ce crime incommensurable peuvent eux-mêmes rééditer ce crime. Tuer des gens parce qu'ils sont nés palestiniens. Les assassiner. Tuer des civils. Tuer des femmes, des enfants assassinés. Ils ne sont pas morts, les enfants de Gaza. Ils ne sont pas morts, ils n'étaient pas vieux, ils n'étaient pas malades. Ils ont été assassinés. Des enfants. Avec préméditation. Et bien sûr. Et donc, l'origine ne protège de rien. Il y a un suprémacisme raciste juif, comme il y a un suprémacisme raciste américain. L'origine ne protège de rien. Nous avons toujours rendez-vous avec nous-mêmes. Et nous avons toujours l'obligation de penser contre nous-mêmes, de penser contre l'idée que notre identité, que notre origine, que notre citoyenneté, que notre nation serait plus forte qu'une autre. Vous savez, nous sommes dans un moment... Parce qu'il y a une montre qui tourne, il y a le génocide, mais il y a la montre du tout vivant du monde. Nous savons tous le changement climatique, tous les peuples vivent, la catastrophe du vivant. Toutes les espèces sont menacées, et la nôtre est la première responsable, car c'est une espèce profondément destructrice dans son imagination. Et donc nous sommes dans un moment où toutes les humanités sont interdépendantes. Et donc ce que je vous dis là... c'est pour ça que vous me demandiez quand. Je dis souvent l'inquiétude est l'antichambre de l'espérance. Je pense que c'est inévitable. Ce monde-là
le monde des génocidaires, le monde de Trump et de son illimitisme, le monde de l'impérialisme russe qui a participé au massacre du peuple syrien et qui soutient des dictatures nouvelles anti-françaises, certes, mais qui sont aussi des dictatures contre leur propre peuple. Je pense aux juntes militaires qui existent au Mali, au Burkina Faso et au Niger. Eh bien, ce monde-là fait beaucoup de dégâts, beaucoup de victimes, mais c'est un monde condamné. C'est un monde invivable. C'est un monde qui ne pense qu'à lui-même, qu'à court terme, qu'à sa survie. Et je crois qu'un jour ou l'autre, ce monde s'effondrera et que nos idéaux l'emporteront. Vous avez parlé des États-Unis, de ce racisme, de la suprématie. On l'a vu le 21 septembre avec cet hommage rendu à Charlie Kirk, ce militant d'extrême droite américain qui a été assassiné aux États-Unis. On a vu le discours de son épouse, le discours du président américain. Est-ce qu'on assiste aujourd'hui, Edoui Plenel, à une fascisation du régime politique américain et occidental de manière générale? Nous sommes dans une époque où, sous différents visages, ce qui est pour moi au cœur de ce qui s'est exprimé par le fascisme italien ou le nazisme allemand. Parce que je rappelle que vous avez comparé Trump à Hitler. Oui, en fait... C'est pas osé. Non, c'est pas osé. J'ai dit, c'est quoi l'extrême droite? Parce que l'extrême droite, elle est aux portes du pouvoir en France et elle est ailleurs. L'extrême droite, c'est la haine de l'égalité. Ça prend différents visages, selon les contextes, selon les époques, selon les modes de communication. Hitler, c'était la radio. Aujourd'hui, c'est les réseaux sociaux et les influenceurs. L'extrême droite, c'est le rejet de ce que, de ce point de vue, ce que j'ai appelé l'Occident tout à l'heure n'a pas qu'une face sombre. Il a aussi inventé contre lui-même des idéaux universalisables. La proclamation de l'égalité des droits. Nous naissons libres et égaux en droit, sans distinction d'origine, de condition, d'apparence, de croyance, de sexe. C'est important, ça. C'est la proclamation universelle. Quand la France le proclame en 1789, il y a l'esclavage, il n'y a pas de droits sociaux, il n'y a pas de droits politiques, il n'y a pas de droits des femmes, et ainsi de suite. Néanmoins, c'est le moteur de l'égalité. On a parlé de la guerre d'indépendance algérienne. Eh bien, l'Algérie, qui a contribué par les armées, les troupes coloniales à la libération du nazisme en Europe, dit les droits, c'est pour nous aussi. L'égalité des droits, c'est pour nous aussi. C'est le moteur de tout ce que nous avons conquis. L'égalité des droits, notre métier commun, est au cœur de ça. Dans l'égalité des droits, il y a le droit de savoir. J'ai besoin de savoir pour comprendre ce qui m'arrive. D'où le fait que le journalisme n'est pas une profession, simplement. C'est au cœur d'une liberté démocratique. Donc, pour moi, ce qui s'appelle l'extrême droite, ce qui a eu le visage du fascisme italien, du nazisme, et qui a le visage de Trump, et qui a le visage de Le Pen ici, et qui a le visage d'Orban, et qui a le visage de Poutine, je ne l'oublie pas, ou de Netanyahou, eh bien, c'est la haine de l'égalité. Ils pensent qu'il y a des civilisations supérieures à d'autres, des cultures supérieures à d'autres, des origines supérieures à d'autres, des pouvoirs supérieurs à d'autres. Et donc, c'est ce monde-là qui est à l'offensive aujourd'hui partout. Et donc, ce qui se joue aux États-Unis aujourd'hui, c'est le fait que ce pouvoir, issu de cette idéologie-là, il va se retourner contre les États-Unis d'Amérique eux-mêmes. C'est ça qui est en cours depuis l'assassinat de Charlie Kirk. Celui qui a assassiné Charlie Kirk a cru qu'il allait tuer les idées de Charlie Kirk. Il a fait l'inverse. Il a tué ceux que nous défendons. Il leur a donné une occasion. Le journalisme est en danger, Edoui Plenel, particulièrement aux États-Unis, lorsqu'on voit la manière avec laquelle le président américain se comporte avec les journalistes. Ça a commencé avec la fermeture de Voice of America, avec une limitation des droits politiques et de la liberté de la presse. Si la presse est en danger en Amérique, alors que dire de son avenir dans le reste des pays, y compris ceux qui ne sont pas démocratiques? C'est un très mauvais signe aujourd'hui. C'est un mauvais signe partout, et c'est pour ça que j'ai toujours, quels que soient les régimes, défendu les consoeurs et les confrères qui sont emprisonnés. J'ai toujours considéré que c'était un marqueur. C'est une très très longue histoire.
les pouvoirs qui commencent à devenir autoritaires considèrent toujours que leur ennemi le plus dangereux, ce n'est pas l'opposant politique, c'est le journaliste. Le journaliste comme élément de désordre, le journalisme indépendant. Comme il faut qu'il y ait une justice libre aussi et indépendante du pouvoir, c'est deux piliers essentiels. Le pouvoir doit pouvoir être confronté à lui-même, à ses fautes, à ses erreurs, à sa corruption, à ses crimes. C'est ça qui est au cœur du métier de journaliste pour moi. Le journaliste, il est là pour mettre sur la table ce qu'on n'a pas envie de voir. Toutes les sociétés ont besoin de ça. Ma comparaison, c'est comme quand vous faites des études. Votre professeur, il ne vous apporte pas simplement des solutions. Il vous dit, tiens, vous allez résoudre ce problème-là. Je vous ai transmis des savoirs, prenez-vous la tête avec ça. Ben pareil, la société doit parfois se prendre la tête. Doit regarder, tiens, ah ben zut, ils sont corrompus. Ah ben zut, ils ont fait l'inverse de ce qu'ils devaient dire, de ce qu'ils ont dit. Ils ont mordu la ligne, ils n'ont pas respecté leur programme. Une presse indépendante, un journalisme d'intérêt public, c'est-à-dire au service du public, est toujours un marqueur essentiel. Si on commence à emprisonner des journalistes parce qu'ils font cela, et tous les pays que j'ai cités tout à l'heure sont des pays où ça se passe, comme ça s'est passé, évidemment, hélas, au Maghreb très souvent ces dernières années. Eh bien, c'est un marqueur d'une dérive autoritaire. C'est pour ça que celles et ceux qui regardent de loin le journalisme, on ne vous demande pas de l'aimer. Moi, vous savez, ça fait 50 ans que je fais ce métier en France. Je prends des coups de tous les côtés. Je suis un jour le pape de l'islamo-gauchisme, un autre jour agent de la CIA, je caricature, hein, mais voilà. Pourquoi je prends des coups de tous les côtés? Parce que je suis indépendant. J'ai montré, je crois, depuis 50 ans, que je n'avais pas de fil à la patte. J'ai créé Mediapart pour être au service de ce droit de savoir du public. Et c'est vraiment essentiel de préserver ça. Et vraiment, je m'adresse à celles et ceux qui nous écoutent. Le sort du journalisme indépendant, c'est votre sort. Et le journalisme, faites bien attention à ça partant de réseaux sociaux. C'est pas exprimer une opinion. Les opinions appartiennent à tout le monde. Notre métier, c'est de produire des vérités de fait. La vérité peut déranger, elle peut faire peur, mais elle est nécessaire. C'est comme ça qu'une société avance. Et donc, la question, évidemment, quand on pense aux États-Unis, avec leur culture du premier amendement, mais vous savez, qu'est-ce qu'il y a derrière? Faut dire les choses, franchement. Derrière tout ça, et c'est un mot que nous n'avons pas à prononcer, il y a la question du capitalisme, il y a la question des richesses, il y a la question d'un capitalisme oligarchique, d'un capitalisme du désastre, d'un capitalisme qui s'empare des médias, qui veut les contrôler, qui vous laissera faire votre travail, sauf si vous dérangez ses intérêts, ou les intérêts de ceux qui servent ses intérêts. Regardez. Les États-Unis, avec Trump et Duplenel, ça va au-delà du capitalisme. C'est une vraie opposition à la liberté de la presse qui est assumée même dans le discours du président américain, ce qui n'était pas le cas avant. Je vous dis ça parce que ça a surpris tout le monde. Regardez comment la Silicon Valley, vue comme un lieu d'émancipation à cause de la révolution numérique. Tout le monde est sur les réseaux sociaux. D'ailleurs, les révolutions arabes en 2011 ont commencé avec les réseaux sociaux, avec WhatsApp, Facebook, etc. Et puis, on voit que tous ces oligarques, Jeff Bezos, Zuckerman, tous, ils sont tous passés du côté de Trump alors qu'ils étaient démocrates avant. Avait-il le choix et Duplenel? Mais ce n'est pas une question de choix, c'est une question d'intérêt. C'est-à-dire qu'aux États-Unis, du côté démocrate, commençait à venir la question des oligopoles, des monopoles. Ces gens-là ont trop de puissance, ils sont plus puissants que des États. Donc il faut commencer à les démembrer, il faut commencer à avoir des lois antitrust. Et donc ils ont vu le danger. Du coup, Trump leur a dit « rien, je ne change rien ». Donc derrière Trump, il y a ce capitalisme oligarchique dont le visage, c'est Elon Musk. Elon Musk, c'est un nazi, il faut le dire très clairement. Son geste nazi n'était pas de hasard. C'est un nostalgique de l'apartheid, comme d'autres oligarques de la Silicon Valley. Donc, je pense que derrière cette attaque aux libertés fondamentales, il y a aussi un capitalisme du désastre,
un capitalisme qui est prêt à aller jusqu'au bout de son avidité, de sa prédation, y compris dans sa folie d'aller sur la planète Mars et regardez toutes les autres décisions de Trump, regardez même ces négociations soi-disant diplomatiques dont l'enjeu c'est les terres rares, dont l'enjeu c'est s'approprier le vivant de la Terre. Il y a derrière ça une question qu'on doit affronter, c'est aussi un autre modèle économique. Il faut sortir de cette logique de prédation capitaliste d'une économie qui est profondément oligarchique. Vous avez parlé des régimes africains, notamment le Niger, le Mali, du Burkina Faso. Vous avez parlé de ces juntes africaines. Ces 3 pays essentiels connaissent une transformation politique importante, pas forcément positive et démocratique, on va le dire. La France, qui est chassée de ces régions, a-t-elle indirectement joué un rôle dans cette transformation du Planel ? La France a joué un rôle, je dirais, par aveuglement. Vous vous souvenez de comment François Hollande, au moment de l'opération Barkhane, dit « c'est le plus grand jour politique de ma vie ». Jamais un militaire n'aurait dit ça. La France a participé à des opérations militaires dans le prolongement de son néocolonialisme contre le djihadisme, mais en oubliant qu'elle soutenait des régimes corrompus, des régimes dont elle acceptait la corruption et la prévarication parce qu'ils défendaient cette France-Afrique, et en ne comprenant pas qu'il fallait, derrière toute cette crise qu'expriment ces mouvements djihadistes, il y a une crise de modernité de tout le Sahara, de toutes ces populations qui existent au sud de l'Algérie, qui existent dans tous ces pays, qui sont des populations avec une longue histoire de civilisation nomade et qui veulent trouver leur place dans un monde où les frontières ont été définies par le colonialisme et qui veulent inventer autre chose. Il faut des solutions politiques à ça. Et donc, à ne pas anticiper cela, eh bien, on est arrivé à cette impasse où des régimes, des juntes militaires ont exploité un légitime ressentiment anti-français pour à nouveau confisquer ces espérances. Il faut le dire très clairement. Aujourd'hui, nous avons publié un article très informé de Rémi Carayol sur Mediapart qui détaille ça. Aujourd'hui, les juntes militaires qui sont au pouvoir au Burkina, au Mali et au Niger sont les ennemis de leur propre peuple, des libertés de leur propre peuple. Nous avons beaucoup de confrères qui ont disparu, les opposants sont soit en exil, soit en prison, les libertés fondamentales sont niées, et il y a un discours souverainiste et panafricaniste qui enrobe l'idée qu'au fond, on ne pourrait développer les pays qu'avec des dictatures, que la démocratie ne permet pas le développement. Ce discours-là est un discours qui efface la société. Je le redis, dans l'époque d'aujourd'hui, il n'y a qu'une boussole, être du côté des peuples. Les gens qui prétendent être au-dessus des peuples, parler à la place des peuples, confisquer la volonté des peuples, ne pas se soumettre au contrôle des peuples, sont des gens qui vont finir par perdre leur propre peuple. C'est un débat très inaudible aujourd'hui en temps de génocide. Mais vous voyez bien qu'un jour ou l'autre, le peuple palestinien aura un débat sur le bilan de sa direction. La corruption de l'autorité palestinienne, le sectarisme du Hamas, sont des questions légitimes. La société palestinienne, et c'est pour ça qu'elle est d'une vitalité très forte. Vous ne pensez pas que ces questions doivent se régler entre Palestiniens et du Plénel, oui, et non pas être dictées par des puissances occidentales ? Je suis tout à fait d'accord, je ne dicte rien pour ma part. Moi, je suis un internationaliste qui participe à tout cela. C'est pour ça que je vous citais Leïla Chaïd et Elias Sambar, qui sont des amis qui témoignent de ce pluralisme de la société palestinienne, bien sûr. Mais en même temps, être internationaliste, c'est ne pas être indifférent au sort des peuples. Je ne peux pas dire, tiens, c'est au peuple de régler ça, mais si les peuples sont en souffrance, si mes confrères burkinabés, nigérians et maliens sont en prison, si ils n'ont pas le droit
de manifester, si les manifestations pacifiques en Syrie sont immédiatement réprimées au point de donner un pouvoir qui était celui de Bachar el-Assad, qui était un pouvoir génocidaire de son propre peuple. S'il y a une agression du peuple ukrainien, s'il y a évidemment la persistance d'une colonisation jusqu'au génocide, je suis du côté des peuples. Je ne peux pas être indifférent au sort des peuples. Ce n'est pas donner des leçons qu'être internationaliste. C'est être du côté de cette solidarité. Vous savez, dans tout ce moment actuel, je cite souvent un poème de Mahmoud Darwish, traduit par mon ami Elias Sambar en français. « Pense aux autres. Quand tu fais tes guerres, pense aux autres. Pense à ceux qui veulent la paix. Quand tu rentres chez soi, pense aux autres. Pense au peuple des tentes, à ceux qui n'ont pas d'endroit où dormir. » Et la fin du poème, c'est quand tu penses à toi, demande-toi, que ne suis-je une lumière qui brille dans la nuit? Ta responsabilité. Et notre responsabilité, c'est tout le sens de ma vie et qui s'est traduite pour moi par le journalisme. Vous savez, le journalisme, c'est un chemin vers l'autre. C'est quoi le journalisme? Eh bien, c'est aller rencontrer toutes sortes d'univers qu'on ne pensait pas rencontrer. Un jour, vous êtes dans un palais d'une république, puis le lendemain, vous êtes dans un bidonville. Un autre jour, vous couvrez un drame terrible, et puis un autre jour, vous couvrez des événements unanimes. Vous vous déplacez. Pour moi, l'émancipation, c'est un déplacement. C'est une phrase de Frantz Fanon, qui est pour moi comme un motto, comme une devise dans son premier livre. Il ne faut pas essayer de fixer l'homme, puisque son destin est d'être lâché. Donc, voilà, pour moi, je suis du côté de ce déplacement. C'est les peuples qui nous ont appris. Moi, je suis fait du peuple martiniquais, du peuple algérien, de ce qu'ils m'ont appris. On a commencé par l'Algérie, on va terminer par l'Algérie. Nous sommes à 2 ans d'une élection présidentielle importante en France. Si on peut prévoir peut-être la montée des extrêmes lors de cette présidentielle, que ce soit la droite dure à travers Bruno Retailleau ou l'extrême droite à travers d'autres personnages, comment est-ce que les communautés algériennes, maghrébines et musulmanes peuvent jouer un rôle dans cette élection et comment peuvent-elles éviter d'être prises pour cible après cette élection? En choisissant des candidats qui sont du côté de la fraternité, qui refusent cette logique du bouc émissaire. Il en existe à gauche, il en existe de façon indépendante à droite. Je pense à Dominique de Villepin, qui a toujours été au rendez-vous de ce point de vue des causes communes de l'égalité. Vous savez, je dis souvent que le journaliste ne doit pas prédire l'avenir, parce que moi qui suis laïque, c'est une tradition que connaissent tous les monothéismes depuis l'Ancien Testament, qui est commun aux 3 monothéismes. Vous savez, si l'homme prédit l'avenir, en fait, il se met à la place de Dieu. Parce qu'il n'y a que Dieu qui sait quand le Messie arrivera, dans la vieille tradition originelle. Donc, quel est le Messie laïque? C'est l'événement, l'inattendu, l'imprévu. Il peut être malheureux, dramatique, il peut être aussi heureux. Les peuples survivent et créent des agendas inédits. Et tout, Dieu sait s'il y en a eu toutes ces dernières années. Et donc, il faut... ma recommandation, et c'est ce que je défends, qui ne me vaut pas que des soutiens, je pense que nous sommes dans une époque très dangereuse, dans une époque où les forces vraiment de la régression, de refus de l'égalité des droits sont à l'offensive partout dans le monde. Face à cela, nous devons être le plus unis possible. Si nous sommes d'accord sur des valeurs fondamentales, nous ne devons pas chercher les petites différences. Nous ne devons pas chercher les querelles hégémoniques. Tiens, c'est moi qui tiens la vérité contre toi. Nous ne devons pas faire ce cadeau à l'offensive que nous avons en face. Car regardez comment le camp démocrate, je ne parle même pas des gauches américaines, est désemparé face à Trump et face à la dynamique qui est la sienne. Et nous voyons bien qu'en France, ça fait 2 élections présidentielles où le président s'était
le cas d'autrefois, est face à l'extrême droite. Donc nous voyons bien que l'extrême droite, sous tous ses visages, et elle est réunifiée avec cette droite pétainiste, et donc le danger est là, et dans le cas de la France, ça peut aller très vite. Nous sommes sous la Ve République, avec des pouvoirs absolus du président de la République. Absolus. Cela peut aller très vite dans la mise en cause des droits fondamentaux. Il y a une constitution qui est profondément dangereuse, qui est née d'ailleurs du contexte de la guerre d'Algérie. Et donc, dans ce moment-là, ma recommandation, c'est ne pas jouer les petites querelles, les petites différences, faire front commun. C'est ce que nous, la société, avons fait, ce qui a permis le nouveau Front populaire. Et là, c'est les partis politiques, de gauche en l'occurrence, tout de suite ont revenu à leurs petites affaires boutiquières, chacun chez soi. Pour moi, c'est une pitié. Je suis partisan aujourd'hui de continuer dans cette dynamique collective qui rassemble toutes les bonnes volontés. Et on ne va pas leur demander de passeport, on ne va pas leur demander de pureté idéologique, qui comprennent le péril, qui comprennent le danger. Ce danger qui est à la face du monde. C'est les droits, je reviens par la Palestine. Vous savez, on parle beaucoup double standard, droit international, mais vous voyez bien que ce qui est en jeu, c'est l'égalité à l'échelle du monde, que tous les peuples ont les mêmes droits, que toutes les nations ont les mêmes droits. Donc, ils veulent effacer ce sursaut de la catastrophe européenne de 1948, la Déclaration universelle des droits de l'homme. Nous savons bien qu'en la proclamant, nous ne la respections pas en Algérie et ailleurs. Mais néanmoins, ce fut un horizon qui a permis à des peuples de se dresser, y compris contre nous-mêmes, contre les puissances coloniales. C'est ça qu'ils veulent remettre en cause. Ils veulent effacer tout ça. Donc nous devons faire front commun. Et moi, j'espère qu'une heureuse nouvelle nous donnera, quelle que soit sa configuration, un pouvoir français dont le premier geste, et pour moi la première visite à l'étranger, devrait être à Alger. Car c'est cette histoire qu'il faut dénouer. Et j'aimerais que ce pouvoir, à peine élu, et vu les timings des élections présidentielles, ce sera très vite après l'anniversaire de l'indépendance algérienne, fasse ce discours que j'ai appelé de mes vœux, ce discours de reconnaissance de la vérité des faits, de la vérité de l'histoire et de la réconciliation des mémoires dont nous avons besoin, dont les deux versants de la Méditerranée ont besoin, et que dans la foulée, dans l'indépendance, y compris, il n'y a jamais, encore une fois, de soutien inconditionnel dans la défense des droits fondamentaux et des principes fondamentaux de la souveraineté des États et en même temps de l'universalité des droits, que la France retrouve ce rendez-vous d'une humanité commune dans cette main serrée entre un peuple français et le peuple algérien. Merci Edu Plenel d'avoir répondu à nos questions avec tant de sincérité. Merci à vous pour votre fidélité et on se retrouve la semaine prochaine.